Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 5 mai 2022. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis enseignant en géopolitique et avocat. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je ne sollicite aucun mandat ni aucune contribution aux sommes d'argent de quelque nature ou de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, étant donné que nous serons bientôt, en fait, que nous sommes pratiquement de facto en une période électorale dans la belle province de Québec, le titre de cette vidéo est La méthode Legault. Je vais revenir, en fait, sur deux vidéos que j'ai produites euh, récemment au sujet de ce que j'appelle le noyau dur et la stratégie des petits pas. C'est une vidéo que j'avais produite, que j'ai retirée et que je vais remettre en circulation suite à des informations supplémentaires que j'ai obtenues concernant les activités du FBI sur le territoire américain au sujet de l'infiltration chinoise, de l'espionnage chinois. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, la méthode Legault, qui va se dérouler en deux parties. Premièrement, le noyau dur, la première partie. La deuxième partie, la stratégie des petits pas. Le noyau dur. Qu'est-ce que le noyau dur? Le noyau dur d'une société sur le plan socio-démographique, c'est cette partie de la société qui est en quelque sorte, qui a des convictions, je vous dirais pas nécessairement profondes, mais qui vit dans une insécurité et qui fondamentalement a peur et pour qui l'obéissance est la première de toutes les vertus, et voilà, et qui a peu d'analyse critique. Donc, ce noyau dur au Québec, comment Legault est-il parvenu à l'identifier et à l'utiliser? Ça, on va le voir dans la stratégie des petits pas. Eh bien, voici. Le noyau dur, on va comparer une société québécoise, comme toute société d'ailleurs, un gros oignon. Hein, un gros oignon. Et là, vous avez un certain nombre de plures à enlever pour finalement arriver à un noyau dur, un peu comme dans une pêche. Hein, j'aime bien faire la comparaison d'une société avec des fruits ou des légumes, là, comme ça, parce que c'est intéressant, parce que c'est vraiment des strates, une stratification sociale qui se crée, et vous avez ce noyau dur, hein, comme dans la prune, la pêche, etc. Bon, voilà. Euh, Ma comparaison botanique s'arrête là. Mais il reste que il y a des plures comme dans un oignon, comme pour un oignon. Bon, quand François Legault a pris le pouvoir, la première chose qu'il a fait, et ça c'est très 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 important, c'est pas seulement symbolique, là. C'est une décision politique et métaphysique qu'il a prise et qu'il a imposée au Québec. Il est allé arracher le crucifix à l'Assemblée nationale. Ça, là, cet arrachement, même s'il a été fait avec un certain décorum, il reste que c'est une décision profondément philosophique, métaphysique, qui va au-delà du politique, au-delà. C'est 1789, la Révolution française en accéléré, c'est en quelque sorte le reniement de la tradition judéo-chrétienne, c'est la mise au rencard de 300 ans de résistance française du Québec. C'est une décision finalement qui montre le vrai visage de l'homme, n'est-ce pas? Et son rêve de s'ériger en, en autorité ultime, c'est-à-dire que l'État devient la seule autorité ultime. Et dans la foulée, dans la tradition de la philosophie allemande, de, de Kant, Fichte, surtout de Hegel, et dans la tradition marxiste qui va suivre, et qui va faire en sorte que la science va devenir, avec le positivisme d'Auguste Comte, la science va devenir le critère, la référence, et on évacue la religion comme quelque chose de stupide. Euh,
comme de l'opium du peuple, comme disent les marxistes. Et donc, la seule référence devient l'État. Je suis l'État. L'État. L'Aufklärung, hein, en allemand, l'Aufklärung de Hegel, ce qui va devenir avec, évidemment, dans les années 30, on sait où ce que tout ça va nous mener, là, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne, avec Franco, au Portugal, le Salazar, dans de nombreux pays en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Asie, avec Mao, suite à la Grande Marche, et ainsi de suite au Japon, avec Empereur Hirohito. Bon, on peut prendre toutes les dictatures de la planète, finalement, c'est d'enlever Dieu du décor. C'est important. Il faut qu'il débarque, lui. Il est fatigant. Hein? Il est fatigant. Et il faut mettre un homme à la place. Et l'État, les fonctionnaires. N'est-ce pas? Le dictateur et ses fonctionnaires, ses bras. Donc, il s'agit en quelque sorte de la première étape de la constitution de ce noyau dur, de la recherche de ce noyau dur. Donc, on se débarrasse du crucifix, et avec la loi 21, la loi sur la laïcité, on se débarrasse des croyants. Vous pouvez croire ce que vous voulez, adorer les poignées de porte si ça vous chante, on s'en fout, c'est pas important, ça n'a aucun impact dans le domaine public. Voilà, c'est l'État. Le chef est l'État. Donc, on évacue les croyants avec la loi sur la laïcité, ce qui comprend les Juifs, les Italiens, pas les Juifs, les musulmans, les catholiques, les protestants. Vous n'existez plus. C'est comme si au Québec, il n'y avait jamais eu d'église, comme s'il n'y avait jamais eu de couvent, jamais eu de monastère. En quelque sorte, tabula rasa, tout ça, ça va devenir des condos, hein, pour apporter de l'argent à l'État, des taxes. On transforme les églises qui n'étaient pas taxées, n'est-ce pas? On transforme tout le domaine ecclésiastique qui n'était pas taxé. Et on va en faire des condos pour ramasser des taxes, faire de l'argent, financer les soins de santé, mon œil. On sait que c'est la catastrophe depuis des décennies, mais peu importe. N'est-ce pas? L'État doit aller chercher des fonds. Donc, la loi sur la laïcité. Suite à ça, on a adopté une autre loi qui correspond à un autre niveau de plus de notre union, la loi 96 et la réforme de la loi 101. Là, avec ça, comme on dit, on évacue les anglophones, les immigrants, les réfugiés, etc. On leur fait comprendre qu'ici, ça se passe en français, même si par ailleurs, ces gens-là, bien souvent, parlent déjà le français parce qu'on a quand même une immigration francophone assez importante au Québec. Mais on leur fait comprendre que ça, ici, c'est tout, ça se passe en français. L'intention, au départ, n'était pas mauvaise, sauf que nous vivons dans un contexte nord-américain où la vie économique, sur le plan économique, c'est difficile. Et il faut se battre pour conserver son emploi, il faut se battre pour monter dans le cadre de son emploi, améliorer ses conditions économiques. Et pour ça, l'anglais est essentiel et est incontournable. Donc, arriver avec la loi 101, ça a un chilling effect sur les investisseurs, sur le milieu d'affaires, sur le milieu de travail en général. Ça a un chilling effect. Ça refroidit. C'est inutile. Bon, enfin. Parce que de toute façon, une langue survit, une langue existe parce qu'il y a la volonté de la parler. N'est-ce pas? C'est ça la base. C'est pas une loi qui fait survivre une langue, qui fait exister une langue, qui fait qu'une langue s'améliore, prend l'expansion. N'est-ce pas? C'est la volonté des individus. Donc, on adopte la loi 96 et là, évidemment, on antagonise littéralement la communauté anglophone, immigrante et les communautés ethniques. Donc, un autre clivage qui s'opère. Ensuite, on continue. Là, on se retrouve en pleine pandémie. Ah ben là, il y a une autre pluie dont il faut se débarrasser, là. Ce sont les non-vaccinés. Ah oui, ils sont 500 000 au Québec, 1,5 million, qui ont résisté à la tentation du vaccin et qui représentent un danger, n'est-ce pas, pour les vaccinés. Donc, il faut les exclure, les neutraliser. Au fédéral, Justin Trudeau a fait un excellent travail avec ça, parce que même après la pandémie, c'est toujours l'interdiction de voyager, même si les conservateurs, dans ces derniers jours, demandent à ce que cette exclusion cesse. Mais voilà. Au Québec, on a ralenti un peu, mais
Ça pourrait revenir. La hargne, comme contre les non-vaccinés entretenus par les masses médias financés, subventionnés et le gouvernement, est toujours potentiellement très présente. Une autre plure qu'on va enlever, bien entendu, suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis, du moins dans sa première version, qui n'est pas la version officielle, mais on peut penser raisonnablement que la version officielle va ressembler à la version qui a été coulée dans le public. L'exclusion des pro-vie. Donc, on exclut les pro-vie, qu'ils soient athées ou croyants. Les pro-vie, ce sont de mauvaises personnes parce qu'ils protègent la vie, etc. Donc, on a un autre niveau d'exclusion. Un autre niveau d'exclusion, ben, c'est les personnes âgées et handicapées. Je suis une personne âgée et handicapée. Et j'ai appris par le biais d'un vote à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, que le gouvernement Legault ne déclenchera pas d'enquête publique sur le drame des CHSLD qui visait principalement des personnes âgées et handicapées. Donc, on va prendre le drame des 5060 personnes décédées dans des circonstances inexpliquées et on attend avec, bien sûr, beaucoup, je veux dire, on attend le rapport de la coroner Kamel au sujet de ce drame. Et à ce jour, la volonté claire du gouvernement exprimée par un vote à l'Assemblée nationale, un vote où tous les députés de la CAQ ont voté contre cette idée d'une enquête publique, contre la motion proposant une enquête publique sur les circonstances de l'hécatombe des CHSLD, en particulier la résidence Aaron, eh bien, il n'y en aura pas d'enquête publique tant aussi longtemps que ce gouvernement-là va être au pouvoir. Maintenant, il peut y arriver que dans un autre gouvernement, qu'une enquête soit déclenchée, à une autre peut-être dans quelques années, mais là, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est le cover-up, on met ça sous le tapis, et les ministres sont allés se contredire devant la coroner, les ministres et hauts fonctionnaires, et là, c'est vraiment, là, encore une fois, un autre rejet des personnes âgées et handicapées, parce que les gens qui sont décédés, la plupart fonctionnaient avec une canne, un déambulateur, une marchette ou en fauteuil roulant. Donc, c'est des personnes handicapées, âgées, et il n'y aura pas d'enquête publique, on ne veut pas le savoir, ça ne les intéresse pas. Donc, un autre niveau d'exclusion. En somme, je résume, qu'est-ce qu'on exclut? Eh bien, on exclut les croyants, on exclut les anglophones et les immigrants, n'est-ce pas? On exclut les pro-vie, on exclut les personnes âgées et handicapées. Et tout ça, ça fait en sorte qu'on arrive à cette espèce de noyau dur. Ah, j'oubliais, on exclut les non-vaccinés, bien entendu. Ça, c'est la cible préférée de notre cher premier ministre. Donc, dans une société cassée, fracturée, eh bien, on va chercher le noyau dur. Et qu'est-ce qui constitue ce noyau dur? Bien, ce sont les personnes obéissantes, qui n'ont aucun esprit analytique, qui ont été en quelque sorte lobotomisées. Et comprenez-moi bien, parmi ces personnes, il y a des personnes très instruites. Je pense au milieu académique, le milieu universitaire qui a gardé silence depuis 2 ans. Ce sont finalement des personnes qui n'ont pas l'esprit analytique et pour qui l'obéissance est la première des vertus. Comme si c'était une vertu fondamentale, comme si c'était une vertu reconnue par la tradition judéo-chrétienne, l'obéissance. L'obéissance, essentiellement, c'est une vertu militaire. N'est-ce pas? Vous obéissez à votre chef, vous obéissez à votre commandant. Ça, on va y revenir dans la stratégie des petits pas, là, dans la deuxième partie. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'esprit analytique, ça n'a rien à voir avec la compréhension des faits. Il y a des gens qui sont des autodidactes, qui ont une très grande culture, qui n'ont jamais mis les pieds dans une école et qui comprennent très bien la situation qui se passe présentement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut être très intelligent et n'avoir à peu près jamais mis les pieds dans une école, ne pas avoir de diplôme et très bien pouvoir saisir la situation actuelle qui est absolument dramatique. Donc, l'obéissance,
Ce sont souvent aussi, ce noyau dur, des Canadiens français de souche, des Québécois de souche, indépendantistes ou nationalistes, indépendantistes déçus, nationalistes, et pour qui Legault est en quelque sorte leur dernier espoir, et dont la mission, dont l'objectif final n'est pas très clair. Est-ce qu'ils veulent rester dans le Canada, ne pas rester dans le Canada? C'est pas clair. C'est pas clair. C'est des gens mêlés, insécures, qui ont peur et qui ont décidé d'obéir. C'est une sorte de pari de Pascal. On obéit à Legault. Legault nous dit de nous faire vacciner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Les mass médias embarquent là-dedans, subventionnés d'ailleurs. Et là, à ce moment-là, la parade de la vaccination se fait. Et par une entreprise douteuse, Pfizer, qui est à peu près, qui est très souvent devant les tribunaux, dont je vous dirais, la posture judiciaire est troublante, avec un vaccin expérimental. Mais les gens obéissent. C'est l'obéissance. Pourquoi on en est rendu là? Pourquoi l'obéissance est-elle devenue la vertu? Pourquoi il faut obéir? Il faut obéir parce que les gens ont peur. Pourquoi les gens ont peur? Parce qu'ils sont traumatisés. Et là, on arrive dans la stratégie des petits pas. C'est la deuxième partie de cette vidéo. Qu'est-ce que la stratégie des petits pas? La stratégie des petits pas est essentiellement une stratégie militaire. Là, on est dans le monde de la force armée, qui origine de Sun Tzu, un grand philosophe, penseur asiatique, chinois ou japonais, enfin, je vais devoir compléter ma culture à cet égard, et qui a été utilisé de toute façon autant par les Chinois que par les Japonais. Bon, l'idée là-dedans, c'est pas nécessairement d'établir la nationalité de Sun Tzu, mais plutôt de comprendre l'essence de sa philosophie, de ce qu'on va appeler la philosophie chinoise, de la stratégie des petits pas, mais qui a été aussi utilisée par les Japonais, c'est ça qui crée un peu de confusion. Donc, Sun Tzu, dont les idées ont été reprises par Ho Chi Minh, par Mao, Ho Chi Minh, qui était le père de la guerre au Vietnam, finalement, et qui a remporté une immense victoire contre les Américains. Ensuite, ça a été auparavant, il y a Mao qui a mené sa grande marche. Et on a aussi Clausewitz qui y fait référence. En quelque sorte, la stratégie des petits pas, c'est la guérilla. C'est l'essence même de la guérilla de jungle, de la guérilla urbaine. C'est une forme de la guerre qui est en violation des lois de la guerre, parce que essentiellement, c'est l'utilisation optimale de la ruse, de la désinformation, de la diversion, et en quelque sorte, ce qui mène, bien entendu, à des horreurs, finalement. Et mais malheureusement, et c'était aussi ce qui était pratiqué lors de la colonie française, de la colonie britannique au début du Canada, par certaines tribus indiennes, n'est-ce pas, qui pratiquaient la guérilla. Et cette guérilla, c'était contraire à l'époque au 16e, 17e, 18e siècle, aux lois de la guerre, parce que les guerriers devaient s'affronter, les militaires qui respectaient les codes d'honneur s'affrontaient dans des champs, dans de grands espaces, et s'affrontaient, passez-moi l'expression, en centurie ou en randonnion, et se tiraient dessus littéralement, à l'extérieur des villages, à l'extérieur des châteaux, pour ne pas détruire les infrastructures. Hein. Donc, cette stratégie des TIPA, elle va contre tous les principes des lois de la guerre, et c'est vraiment une forme d'art de la guerre qui se place au niveau de l'espionnage et du terrorisme. Hein, n'est-ce pas? La ruse, c'est une forme pratiquement de banditisme. Il ne faut pas se le cacher. Et les nobles en Europe, et même en Asie, évitaient ça. Ils aimaient mieux se battre dans un espace ouvert, comme dans un duel, en quelque sorte, où deux armées s'affrontent dans une immense clairière, dans un immense champ. Et ça, c'était ça, la base, si vous voulez, la noblesse de la guerre, et on n'attaquait pas les civils, on laissait les femmes, les enfants, les vieillards à l'extérieur de tout ça. Il y avait une noblesse derrière ça. Par la suite, les lois sur la guerre, les codes, les différents codes,
le US Code américain, par exemple, eh bien, tout ça, ça s'est rajouté et c'est devenu pour donner une structure juridique fondamentale aux lois de la guerre. Mais la stratégie des petits pas, elle, est une stratégie complètement mesquine qui vise essentiellement à casser les reins, à briser le moral et à détruire l'économie de proximité des sociétés. Et ça, c'est la stratégie que Legault a adoptée, à savoir des conférences de presse régulières, une fois, 2 fois par semaine, des chroniqueurs dans les médias qui bombardent avec de la propagande haineuse au sujet des vaccins, au sujet des mesures sanitaires, etc. Et des sondages à répétition, là, pour voir l'effet des conférences de presse. Et voilà, c'est une méthode cruelle, absolument épouvantable. D'un point de vue de la logique, ça pourrait s'exprimer de cette façon. C'est un pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 4 pas en arrière, 5 pas en avant, 2 autres pas en avant, 4 pas en arrière, un pas en avant, et ainsi de suite. C'est une stratégie qu'on pourrait qualifier pour, dans le domaine juridique, par exemple, dans le droit matrimonial, c'est ce qu'on va appeler la cruauté mentale, hein, n'est-ce pas? Vous avez un conjoint qui a 3 attitudes dans ses relations et qui a comme 2 personnalités à géométrie variable, n'est-ce pas? Il est à la fois empathique, parfois indifférent, parfois toxique, fait des reproches. Ensuite, il est indifférent, froid. Ou ensuite, il est empathique, il est gentil. Et puis là, à un moment donné, la vie devient insupportable, ce qui peut mener à des féminicides, ce qui peut mener à des meurtres, à des catastrophes. Donc, à ce moment-là, c'est important que les avocats, que les tribunaux interviennent pour séparer les conjoints parce que la relation est complètement toxique. C'est une forme de stratégie des petits pas, n'est-ce pas? C'est une forme de harcèlement de proximité entre conjoints. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et voilà, ça peut mener à des tragédies. Heureusement, par le biais des procédures de divorce, des procédures judiciaires, on peut ramener un peu de paix et de sérénité dans les relations, mais bon, voilà. Dans le domaine des relations de travail, ben écoutez, c'est le harcèlement, l'abus psychologique, ça peut être le harcèlement sexuel. Ça prend toutes sortes de formes. Comme je vous ai dit, ce sont des relations humaines à géométrie variable entre l'empathie, l'indifférence et la relation toxique où on bombarde de reproches. Un patron exerce cette attitude à l'égard de ses employés. Les employés entre eux peuvent développer ce genre de situation et ça peut prendre une tournure à caractère sexuel par le biais de toutes sortes de petites manœuvres vicieuses. Voilà. Et dans le domaine du droit de la guerre, ben, ça s'appelle la torture. Voilà. Et c'est prohibé, c'est un crime. On n'a pas le droit de torturer, mais on a le droit d'utiliser des manœuvres psychologiques qu'on peut manipuler, et c'est là que le bas blesse, et c'est là que souvent le politique va utiliser des techniques de manipulation, de diversion, de désinformation pour amener une clientèle à poser certains gestes, comme par exemple se faire vacciner par un vaccin douteux. Bon, c'est un exemple. Donc, la stratégie des petits pas, c'est ce qui est pratiqué par le gouvernement Legault depuis 2 ans avec sa série de conférences de presse là, hebdomadaires, parfois même 2. Les sondages à répétition, des chroniqueurs dans les masses médias subventionnés qui s'acharnent sur les clientèles exclues, les non-vaccinés notamment. Là maintenant, ça va être les pro-vie, hein, à cause de la décision de la Cour suprême qui n'est pas officielle, puis qui l'est presque. Donc, on se retrouve avec une société où le noyau dur, finalement, sert de base. Et on ne peut pas reprocher au gouvernement Legault d'avoir fait l'exercice du noyau dur au départ, c'est-à-dire d'être devenu un gouvernement essentiellement clientéliste qui travaille pour sa clientèle, son 40%. Son 40%, il l'entretient très, très bien. Il fait un bon travail. Il travaille pour eux. Ce n'est pas le premier ministre de tous les Québécois, c'est le premier ministre du 40%. C'est pas le premier ministre de tous ceux qui ont exclu les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes non vaccinées, les anglophones, les immigrants, les croyants. Donc, il y a toute une gamme
Un peu comme ce que Hitler avait fait en Allemagne, là, avec Heinrich Himmler qui est arrivé avec sa liste d'exclusion. Il y avait les Juifs, les Tziganes, les homosexuels, etc. Il y en avait 11 catégories. Là. Il fallait bannir. Les handicapés étaient là-dedans. Les gens qui avaient des problèmes de santé mentale étaient là-dedans. Et on sait que Legault se fout carrément des questions de santé mentale. Donc, pour lui, ça fait aussi probablement partie de son exclusion. Donc, on se retrouve dans une société fondamentalement brisée où c'est 40% de la population qui va décider de la gouvernance étatique jusqu'en 2030. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas d'opposition au Québec. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais moi, j'ai fait une vidéo sur la démocratie truquée. Écoutez, là, c'est clair. Dominique Anglade, c'est une ancienne de la CAQ. Saint-Pierre Plamondon, Legault, ça a peut-être été son patron ou son influenceur ou son mentor à une certaine époque. Puis pour ce qui est des Québec solidaire, bien, eux, ils vont nulle part. Là. Ils disent oui, ils disent non. Parfois, ce sont d'authentiques marxismes. De l'autre côté, ils ouvrent la porte aux musulmans. Là. Écoutez, c'est la mêlure complète. Là. Donc, voilà. C'était ma vidéo pour aujourd'hui. Je pense que c'est la méthode de Legault, le noyau dur et la stratégie des petits pas. Et sur ce, ben, il se dirige vers une victoire certaine au mois d'octobre. Un balayage complet avec le 40% et une opposition complètement éclatée. Le seul petit espoir, c'est Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec qui entend défendre les valeurs énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés, dans la Charte québécoise des droits et libertés. Finalement, il y a Duhaime qui a une approche juridique profonde, sincère. Maintenant, est-ce qu'il va réussir? J'en doute, j'en doute. Peut-être va-t-il faire élire 4 ou 5 députés. Je me croise les doigts, j'espère. Ça va faire une voix à l'Assemblée nationale pour protester contre un dictateur qui est là pour longtemps. Legault est là pour longtemps. Parce que tous les corps intermédiaires se sont tus, que ce soit les syndicats, les corporations professionnelles, le milieu universitaire, euh, tous les milieux. En fait, il y a peu de voix dissidentes au Québec. C'est vraiment la doxa étatique, la doctrine d'État, comme ce qu'on retrouvait dans les pays communistes avant la chute du mur de Berlin et ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde de Poutine, dans le monde de Xi Jinping, mais à une échelle réduite et où la population, on a détruit le moral d'une partie de la population. Je vous ai énoncé qui étaient les victimes. J'en suis une. Je suis un non-vacciné et je suis une personne âgée et handicapée. Donc, depuis 2 ans, on m'impose vraiment un régime dictatorial. Et voilà. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et au plaisir de se revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir.